Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. On donne quelques minutes pour... il y a quelques personnes qui vont assister, donc on donne quelques minutes. On est à 44 personnes. On attend juste quelques minutes, Ali, Alexandra, OK? Donc, voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis Nancy Berberi. Je suis en charge de l'activité TEF à l'ESA Business School à Beyrouth, également avec ma collègue Rima Nasser. Ce webinaire est en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France. Il sera animé par la responsable pédagogique de la Chambre de commerce et d'industrie, Alexandra Grandal, et notre chargée de clientèle, Hari Narien. Il portera ce webinaire sur la thématique et la stratégie des 4 compétences: la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et surtout l'expression écrite. Donc, cet événement comprendra à la fin des questions-réponses avec nos experts. N'hésitez pas à partager avec nous toutes vos questions sur le chat. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ESA Business School, c'est une grande école de management dédiée à la formation des cadres et dirigeants du Liban et du Moyen-Orient. Elle est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France. Sa mission est de former les élites du Liban à devenir les leaders de demain. Le campus de l'ESA est de 30 000 mètres carrés. C'est un parc boisé, unique au cœur de Beyrouth. On a 6 bâtiments équipés dans le but de recevoir les étudiants dans les meilleures conditions pour la réflexion, la recherche et le networking. Dès sa création, l'ESA a toujours intégré le monde des affaires dans son approche éducative et ses méthodes d'enseignement. Depuis 2007, l'ESA a été choisie comme centre agréé TEF au Liban. Les examens y sont organisés de façon régulière. Une équipe est dédiée afin de répondre à la demande en évolution constante. En effet, le TEF est requis pour certaines universités, mais aussi pour des projets individuels et professionnels, tels l'immigration au Canada. De plus, un espace a été spécialement aménagé afin d'accueillir nos candidats dans les meilleures conditions. Comme vous le savez, on a des examens tous les mois, en moyenne 3 fois par semaine, avec une trentaine de places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site. Du coup, le webinaire est enregistré et également va être rediffusé sur notre site. Donc, si vous avez rejoint la session un peu tard, vous pouvez le revoir. Voilà, pour moi, finalement, n'hésitez pas à visiter notre campus à Clemenceau, Beyrouth, bien sûr, et également notre site web. Et surtout, n'oubliez pas à vous inscrire pour le TEF Canada. Je laisse maintenant la parole à Alexandra et Hari. Et merci, bonne chance à vous tous. Hari.
Merci beaucoup Nancy. Bonjour tout le monde. À nouveau, bienvenue sur ce webinaire autour du TEF d'évaluation de français, surtout le TEF Canada. Le test développé par le Français des Affaires de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France est diffusé en partenariat avec l'ESA Business School de Beyrouth. Nancy, est-ce qu'on attend quelques minutes encore ou on peut commencer tout de suite? Si vous voulez, Harry, on peut On attendre commence tout de juste suite? une toute petite minute. Donc, Ok. Donc, comme Nancy a dit, ce webinaire aujourd'hui portera sur la préparation des épreuves du test d'évaluation de français, le TEF Canada. Donc, moi, je suis Harry, chargé de clientèle au sein de l'équipe des opérations clients. J'aide et conseille tous nos centres agréés partout dans le monde, en particulier en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis, dans l'organisation des sessions de TEF et diplôme de français professionnel. Je suis accompagné d'Alexandra Krendal, qui est une de nos responsables pédagogiques qui travaille au Français des Affaires sur le TEF en particulier. Donc, on peut commencer, Alexandra, sur si vous pouvez commencer avec la question, qu'est-ce que vous pouvez, et si vous pouvez présenter le TEF en général. Votre micro est coupé, Alexandra. Oui, me voici, me recevez-vous? Oui, oui, je Alexandra. crois. Merci beaucoup, Harry, et merci beaucoup, Nancy. Donc oui, le test d'évaluation de français, pour vous resituer un petit peu, le resituer dans un contexte plus global, a été créé en 1998. C'est le premier test standardisé en français qui est diffusé en France et à l'international. Cela représente 60 000 candidats par an, plus de 350 centres agréés dans le monde entier, répartis dans 130 pays à l'international. Alors, pour vous donner aussi d'autres chiffres, ça représente donc pour la partie notamment expression écrite et expression orale dont on reparlera tout à l'heure en termes de préparation, ça représente 3500 évaluateurs TEF dans le monde, à la fois pour l'épreuve d'expression orale, puisque vous êtes évalué par un examinateur, mais aussi pour l'épreuve d'expression écrite, puisque c'est également évalué par, cette fois-ci, un correcteur. Le TEF est reconnu par différents ministères, à la fois par les autorités canadiennes au niveau fédéral et provincial, mais aussi en France par le ministère de l'Intérieur pour l'accession à la nationalité française, mais aussi par les universités françaises qui, dans le cadre de la sélection des étudiants, donc prennent en compte les scores obtenus au TEF. Les résultats, ça c'est important pour vous, sont valables 2 ans. Et lorsque vous le passez, c'est un format électronique, donc sur ordinateur. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, effectivement, ce sont dans des salles avec équipées d'ordinateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les différentes épreuves de TEF Canada? Est-ce qu'il y a des épreuves obligatoires pour faire une demande d'immigration au Canada? Oui, Harry. Alors, effectivement, si vous souhaitez émigrer au Canada, qui est vraiment le propre de notre sujet là, au moment présent où nous échangeons, l'épreuve du TEF pour le Canada représente en fait les 4 compétences. Vous allez devoir passer la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression orale et l'expression écrite. Ce sont les 4 compétences demandées. Pour chaque compétence, en fait, vous avez un total minuté. Par exemple, la compréhension orale dure 40 minutes avec 60 questions. La compréhension écrite, 60 minutes, 50 questions. L'expression orale, 15 minutes, 2 sujets à traiter. Et l'expression écrite, 60 minutes et également 2 sujets à traiter. Donc, toutes ces compétences sont effectivement à passer, Harry. Très bien. Donc, il faut au moins un niveau B2+, pour chaque épreuve, toutes les 4 épreuves, pour réussir, pour faire une demande d'immigration au Canada, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait, Harry. Si vous souhaitez émigrer au Canada, il y a un seuil à atteindre qui est le B2+, qui vous donnera effectivement un maximum de points, tout au moins pour la partie langue française. Et donc B2+, ça correspond effectivement à un sport et ce B2+, correspond à l'ensemble des épreuves. Très bien. Si vous pouvez nous dire plus en détail avec l'épreuve, on peut commencer avec l'épreuve de compréhension écrite. Combien de questions, combien de minutes, combien de sections? Est-ce que toutes les questions sont de QCM? Je vous laisse nous expliquer tous les détails, Alexandra. Oui, Harry. Alors, pour l'épreuve de compréhension écrite, donc, comme on vient de l'exposer très rapidement, elle dure 1 heure 60 minutes. Vous allez avoir 50 questions. Vous allez, au travers de ces 50 questions, en fait, avoir 4 parties dans le test, ou plutôt 4 sections, qui, en fait, en réalité, correspondent à différents niveaux qui sont balayés, selon le référentiel du cadre européen commun de référence sur les langues, sur lequel nous nous ajustons, ainsi que sur les niveaux de compétences linguistiques canadiens. Vous avez en fait différents niveaux qui sont balayés en fait dans ces parties, dans ces sections. Je vous le dis parce que vous allez voir que lorsque vous passerez le TEF, en fait, vous aurez une graduation des niveaux, quelle que soit la compétence. Alors, par exemple, pour la première partie, qui est la section A, vous aurez, pour cette compréhension écrite, des documents relativement simples dont il faudra définir la nature, la fonction, les informations principales, quel en est l'auteur, quel est l'objet du message, et vous aurez donc 10 questions sur ces documents simples. Alors, 10 questions, c'est-à-dire 10 questions à choix multiples. Vous avez un document, par exemple, et 2 questions qui lui sont associées. Pour chaque question, vous aurez 4 propositions et une seule réponse sera à choisir. Il n'y a toujours qu'une seule et unique réponse, ce qui vous facilite la tâche pour ce test. La section B devient un peu plus complexe. On est cette fois-ci dans la compréhension d'un document et d'informations détaillées. Ce sont des articles de presse. On en reparlera tout à l'heure, mais là aussi, je pense notamment à la préparation que vous pouvez faire en amont du test. Bien entendu, lire régulièrement des articles de presse, mais toujours dans un objectif de lecture très ciblé, qui est de se dire quel est le message dans ce document, quel en est l'auteur et quelles sont les questions qui seraient intéressantes de soulever au travers de cet article. Donc, pour cette section B, ça représente 25 sections, là encore, avec un questionnaire à choix multiples. Donc, vous allez avoir 4 propositions et toujours une seule et unique réponse à cocher. La section C, troisième partie, on sera cette fois-ci dans comprendre l'organisation et la logique d'un texte. On va balayer là plusieurs niveaux. Il y aura 10 questions en tout. On travaille ici sur les connecteurs logiques, sur premièrement, deuxièmement, troisièmement, comment s'articule un texte, depuis un texte simple à un texte plus complexe où les articulateurs logiques sont beaucoup plus finement dessinés dans le document. Donc là, vous avez une activité qui est plus de reclassement en fait de paragraphes pour retrouver la logique du texte. Et enfin, dernière partie, la section D, vous aurez comprendre le sens général d'une phrase. On aura ici la variation on a une phrase et on a 4 propositions de phrases. Il faudra retrouver parmi les 4 propositions la phrase qui est la plus synonyme, qui est la meilleure paraphrase de la phrase qui vous est proposée. Vous aurez 5 questions de ce type-là sur le sens général d'une phrase. Donc, toutes les questions sont de choix multiples, type choix multiple, et il faut choisir une seule bonne réponse. Oui. Et si un candidat n'est pas très sûr de la réponse, est-ce qu'il peut tenter sa chance et choisir une réponse par hasard? Est-ce que, dans ce cas, est-ce qu'il est pénalisé s'il choisit une mauvaise réponse? Alors, tout à fait, Harry. Vous avez tout intérêt, bien entendu, à répondre à la réponse. Et en écho à ce que nous venons d'évoquer, la notion de barème. Il n'y a pas de pénalité si c'est une mauvaise réponse. Donc, vous pouvez bien entendu répondre.
Cela dit, il est important, c'est une notion que l'on va réaborder pour la compréhension orale où l'enjeu est beaucoup plus fort. Il y a la notion de gestion du temps aussi qui va être importante. C'est-à-dire qu'au fil du test, vous allez avoir un timer, un temps imparti, et au sein de la compréhension écrite, par bloc, par section, vous allez pouvoir gérer ce temps. Toutefois, si effectivement vous n'avez plus beaucoup de temps, c'est essayer de répondre du mieux possible, mais effectivement, il vaut toujours mieux essayer de répondre parce que ça fait toujours une réponse possiblement positive. Et on peut continuer avec les bonnes questions à se poser quand on commence avec la compréhension écrite. Je vous laisse... Oui, alors effectivement, il est important en amont de vraiment bien se préparer, de se mettre en tout cas dans la posture du candidat que vous avez peut-être déjà été ou que vous, en tout cas, vous allez être, de bien vous repositionner sur le fait qu'on attend quelque chose de vous et que c'est vraiment une lecture sur objectif spécifique. Qu'est-ce que le document? Quel est le document qui vous est proposé? Quelle est sa source? Où peut-on le trouver? Qui en est l'auteur? Qui est le destinataire de ce document? De quoi parle-t-on dans ce texte? Quel est l'objectif du message? Qu'en pense l'auteur? Quelle est son opinion? Et quels sont les synonymes dans le texte et les questions-réponses? Ce sont vraiment les questions que vous devez avoir en fait en tête durant la partie de compréhension écrite et que vous pouvez aussi avoir en amont des épreuves avant le test lorsque vous vous préparez, alors soit avec des outils dont on vous reparlera à la fin du webinaire, soit vous-même vous préparez, ne serait-ce que de lire la presse. Lorsque vous lisez la presse, au-delà de l'information que vous souhaitez connaître, vous pouvez très bien avoir cet objectif de vous dire « je me prépare au test, je lis un article de presse et j'essaye d'en déterminer l'auteur, le destinataire, le message principal, les idées secondaires du document ». Donc, il faut surtout lire des documents, les journaux, les articles de presse, des blogs en français pour se préparer à l'épreuve de compréhension écrite. Oui, complètement, Harry. Effectivement, faut vraiment essayer de bien travailler tout cela en fait en amont avant d'arriver face au test, parce que là aussi, on peut le réévoquer. On sait tous que passer un examen, passer un test, c'est une source de stress où il faut gérer au niveau de sa mémoire un certain nombre d'éléments et donc il faut effectivement soulager cette mémoire le jour du test. Donc se donner en fait la meilleure posture qui soit et toute la possibilité d'être performant. Donc, au-delà de ça, pendant le test aussi, n'hésitez pas à bien lire attentivement toutes les réponses qui sont proposées. C'est à la fois de prendre connaissance du texte, mais aussi des questions et réponses, d'options de réponses qui sont proposées pour aussi orienter votre lecture et en tout cas pouvoir répondre le plus vite possible aux questions. Si vous hésitez entre deux réponses, essayez aussi de déduire parfois lorsqu'on lit les options, on voit d'emblée qu'il y a déjà quelques options où on est presque sûr que ce ne sont pas les bonnes réponses. Donc, vraiment, relisez bien le texte et c'est certain, vous trouverez la bonne réponse. Donc, effectivement, comme le disait mon collègue Harry, lisez et surtout lisez avec un objectif bien précis qui est celui de rentrer dans le format d'un test qui est contraint par un temps et qui est contraint par un format très particulier qui est le questionnaire à choix multiples. Merci beaucoup, Alexandra. On a 3 questions concernant l'épreuve de compréhension écrite. Je peux vous poser les 3 questions tout de suite ou à la fin? On peut, si peut-être c'est plus clair pour... Donc, ce sont les mêmes, sur le même sujet. Est-ce qu'il y a des thèmes précis à préparer pour la compréhension écrite? Et comment on peut améliorer notre niveau? Donc, lisez en français. Lisez. Alors, en termes de thème, j'allais vous dire, on est sur du français langue générale, donc je dirais que ce sont toutes les thématiques que traverse la presse au quotidien.
ça peut être de l'international, ça peut être l'écologie, ça peut être l'économie. Alors, on reste sur une langue générale, encore une fois. Mais donc, toutes les thématiques, bien entendu, peuvent être traitées. Alors, petit détail, bon, on vous donnera encore une fois des ressources à l'issue de ce webinaire. Pensons bien que pour les premières questions, par exemple, on peut être sur des documents très simples qui peuvent être, alors cette fois-ci, une carte de visite, une petite annonce. Et puis, pour la partie article de presse, on va être sur un article de presse, effectivement, sur une thématique que je viens de vous exposer, l'écologie, l'international, avec, encore une fois, ça n'est pas de la presse spécialisée. On est bien sur une presse tout public de type Le Monde diplomatique, Libération, des blogs, etc., etc. Très bien. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, juste pour répondre à Aline qui nous demande, est-ce qu'il faut avoir un niveau B2 dans les 4 épreuves? Oui, il faut avoir un niveau B2+. Les 4 épreuves, vous devez absolument avoir un niveau B2+ pour faire la demande d'immigration au Canada. Et une autre question de Avani Lalka. Est-ce que toutes les questions sont de choix multiples ou on doit choisir certaines réponses? Toutes les questions de la compréhension orale et compréhension écrite sont de type choix multiple. Donc, il suffit de choisir une seule bonne réponse et c'est QCM. On peut commencer avec la deuxième partie, la compréhension orale, Alexandra. Oui, alors la compréhension orale, c'est un petit peu le même schéma que la compréhension écrite, excepté 2 points. Nous évoquions tout à l'heure la gestion du temps. L'épreuve de compréhension orale recouvre, quant à elle, 60 questions. Vous aurez 40 minutes. Vous allez avoir un flux, la bande sonore qui va se dérouler selon les activités. Selon les items, les activités, vous allez avoir soit 2 écoutes, soit une écoute. Donc, si vous avez 2 écoutes, très bien, vous pouvez vérifier votre bonne réponse si vous l'avez déjà trouvée dans la première écoute. En revanche, parfois, pour certains exercices, certaines activités, vous n'aurez qu'une seule écoute. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. L'épreuve se déroule et continue. Donc, il est vraiment très, très important pour cette épreuve en particulier de bien gérer son temps. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais en tout début, c'est au maximum de s'alléger sa propre mémoire avant le test, d'arriver dans de bonnes conditions, d'être, on va dire, le plus serein possible. Essayez de l'être en tout cas pour la compréhension écrite, lorsque vous arriviez en compréhension orale, vous ayez cette sérénité, cette capacité d'écoute sans parasite, je dirais, à avoir à penser à d'autres choses. Alors, venons-en plus spécifiquement à l'épreuve. Vous avez là aussi 4 parties, 4 sections. Section A, il va s'agir d'associer des informations à un dialogue et des images. Donc, vous allez avoir en fait des images, des dessins, vous allez écouter un dialogue et vous allez devoir reconstituer l'ordre de l'histoire à partir des images. Il y aura un intrus parmi les images, donc il faudra retrouver cet intrus. Là aussi, vous êtes sur du questionnaire à choix multiples, toujours 4 propositions et une seule et unique bonne réponse. Vous avez 2 écoutes possibles, donc n'hésitez pas à cocher déjà vos bonnes réponses et ensuite à vérifier lors de la deuxième écoute ou en tout cas à trouver la bonne réponse à la deuxième écoute. La deuxième partie, on est sur la compréhension de messages courts. Vous voyez que là, on commence à graduer la difficulté. On est plutôt sur des messages sur répondeur, des annonces publiques que l'on peut entendre dans une gare, dans un supermarché, dans un lieu public, au théâtre. On est également sur des brèves de la radio. Vous allez avoir là 26 questions et donc il va falloir choisir un répertoire qui va être par exemple celui de personnel, public, professionnel, etc. Il va falloir en fait classer ces messages selon leur catégorie. Donc là aussi, vraiment, n'hésitez pas à bien capter les mots essentiels qui vont vous permettre de répondre. Encore une fois, là, on est sur une écoute très sélective en fait. Troisième partie, section C, là on sera sur des messages beaucoup plus longs,
Vous aurez bien entendu 2 écoutes. Vous aurez par exemple un sondage, des micro-trottoirs, des chroniques de radio, des interviews. Alors, vous aurez une première partie où il s'agira pour le micro-trottoir de préciser si la personne qui s'exprime, elle est plutôt d'accord avec le sujet, par exemple, pas du tout d'accord, partiellement d'accord. Vous aurez en fait des degrés. Toujours un QCM, 4 options et une seule et unique bonne réponse. Dernière partie, la section D, il s'agira ici de reconnaître et de différencier les sons. Il faudra faire le lien en fait entre ce que vous entendez et ce que vous lisez. Donc le lien entre graphie et phonème. Là, vous aurez un choix binaire, ce sont des questions à choix multiples, mais vous aurez 2 possibilités, soit de répondre oui, est-ce que c'est la même chose ou non. Voilà pour la partie de compréhension orale où nous insistons donc sur la gestion du temps. Conseil pratique, là aussi, pour l'épreuve de compréhension orale, surtout bien lire la consigne et les options de réponse avant que la bande sonore, l'audio, ne commence. Ça vous donne déjà un indicateur sur ce qu'il faudra écouter et essayer de recueillir comme information pour répondre au plus vite à la question. Repérez bien entendu les mots-clés dans la consigne et dans les options de réponse. Et toujours se poser les questions de qui parle, quelle est la situation, ce que je vous évoquais tout à l'heure, est-ce qu'elle est amicale, familiale, professionnelle, publicitaire? Quelle est l'intention de celui qui parle, le problème exprimé, l'opinion générale? Ce qui veut dire que là aussi, en amont du test, si vous souhaitez vous préparer de façon, on va dire, très au quotidien, dans les transports, par exemple, si vous écoutez une émission radio sur votre téléphone, par exemple, ne pas hésiter effectivement à avoir cette écoute très sélective et dans une perspective de test. Donc voilà, la solution, c'est écouter, enfin rester dans ce bain d'écoute d'émissions en français, de radio. Là aussi, alors un petit détail à vous donner, nous varions en fait au niveau des extraits sonores. Nous pouvons aussi avoir des extraits sonores qui ont, alors non pas un accent, mais qui ont une veine, on va dire, belge ou canadienne, en tout cas francophone, très largement. Voilà pour le petit point de détail. Donc, est-ce que vous conseillez de regarder des films québécois ou de la radio québécoise ou canadienne pour mieux comprendre l'accent avant de passer le test? Sur les thématiques, vous pouvez très bien lire, on va dire, enfin, écouter la radio, les radios francophones. Alors, bien entendu, on aura principalement quand même un accent très standard, puisque effectivement, on n'a pas tous forcément l'opportunité de connaître tous les accents. Donc, on sera sur un accent standard, mais on peut avoir un fond qui laisse penser que c'est un accent francophone. Donc, en ce sens, vous pouvez élargir, bien entendu, l'écoute d'émissions francophones, libre à vous. Mais sachez, j'insiste vraiment parce qu'il y a parfois certains accents, on peut se dire que ce n'est pas forcément évident, même moi, hein, si j'écoute un accent canadien, parfois sur certains mots, ce n'est pas facile si on n'est pas aguerri. Donc, voilà. Oui, des émissions francophones, mais ne vous rassurez-vous en vous disant que vous n'aurez jamais dans le test un accent très fort qui vous évitera de comprendre non plus. Tel n'est pas l'objectif. Et il y a une question de Chadi. Il y a une question de Rahmin. Combien de réponses juste je dois obtenir pour avoir le B2? Donc, j'ai envoyé le tableau avec les infos, avec les points qui correspondent à chaque niveau. Il y a une question de Dima qui souhaite qu'on répète la description de la section D. Il y aura la rediffusion Dima. Vous pouvez regarder ce webinaire qui sera enregistré et on va mettre sur Facebook, la page Facebook de l'ESA Business School. Oui, et puis pour il y a une dernière question, Alexandra. Comment distinguer les subtilités entre deux réponses très proches dans la compréhension
écrite. Oui, alors Ça, là, c'est aussi pour la compréhension orale. oui, tout à fait. Alors effectivement, là, vous évoquez un point qui, en fait, renvoie à des activités qui sont effectivement d'un niveau B2, voire C, où là, on va jouer sur, effectivement, dans la conception du test, sur l'implicite de la langue, l'implicite du langage, sur la finesse, effectivement, du vocabulaire qui est utilisé ou de la structure grammaticale. Là, je dirais c'est là où il y a un travail en amont du test, vraiment lorsqu'on lit un document, on le lit effectivement pour s'informer, mais là il faut le lire au-delà de l'information et vraiment lorsqu'on lit certaines phrases, on peut se poser des questions en se disant mais qu'est-ce que l'auteur veut dire? Est-ce que c'est une forme un peu diplomatique? Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel synonyme je pourrais trouver? En faisant ce travail en amont, en fait, quelque part, vous vous préparez déjà au test, puisque, effectivement, quand on s'habitue à ce type de schéma de phrase, bien, lorsqu'on arrive au test, c'est un peu plus facile. Mais effectivement, je vous confirme, ce type de questions renvoie à des niveaux B2, C, qui permettent effectivement de différencier un candidat justement d'un niveau A, d'un niveau B et d'un niveau C. J'espère avoir répondu à votre question. Alexandra, avant de commencer avec l'expression orale, il y a une question de Grace. Est-ce que le niveau de ce test est similaire à celui du DFP? Alors, merci beaucoup pour la question. En fait, les DFP, les diplômes de français professionnel, affaires, santé, relations internationales, hôtellerie, tourisme, restauration, ce sont les 4 secteurs d'activité ciblés, ciblent des niveaux du cadre européen. Donc, ça peut être le diplôme affaires B2, par exemple, on cible un niveau. Pour le test d'évaluation de français, on est sur un autre type d'outil qui, lui, ne va pas prendre en compte votre niveau, comme dans les diplômes de français professionnels, en disant vous êtes B2 ou vous n'êtes pas B2. Le TEF, en fait, va photographier votre niveau depuis le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2, donc de A à C. C'est vraiment un outil très différent. Donc, c'est pour ça que dans le test, vous verrez que vous allez avoir des activités très simples et des activités beaucoup plus complexes. C'est pour ça que dans la gestion du temps, il ne faut vraiment pas hésiter à aller le plus vite possible sur les activités qui vous paraissent simples. Comme ça, vous gardez du temps pour les activités qui seront plus complexes et qui cibleront les niveaux B, voire C, puisque l'enjeu pour vous, c'est d'avoir un meilleur score possible, B2+, voire C, et donc il faut, jouer stratégiquement, je dirais. Donc, ce sont 2 outils différents et très complémentaires par ailleurs. Merci beaucoup, Alexandra. Juste une dernière question concernant l'épreuve de compréhension orale. Est-ce qu'il y aura un petit moment pour lire les questions, observer les images et les options avant de commencer l'audio ou tout se passe en parallèle? Non, du tout. Bien entendu, vous aurez un laps de temps, un court laps de temps, un court petit moment qui vous permettra de prendre en compte effectivement, de lire la question, les options. Mais une fois que la bande sonore effectivement est déclenchée, là, on ne peut pas la gérer, l'arrêter et revenir en arrière. Elle dit parfait, merci. Merci beaucoup. La candidate. Tant mieux. On peut commencer avec l'épreuve de compréhension orale, Alexandra, avec les 2 sections et on peut prendre un exemple pour bien expliquer l'activité A et B de l'expression orale. Très bien. Alors, l'épreuve d'expression orale, donc elle dure 15 minutes. Vous avez 2 activités. Une section A où il va s'agir d'obtenir des renseignements par téléphone. Vous avez lu par exemple une publicité et par exemple pour louer une voiture et vous téléphonez pour obtenir des renseignements auprès de l'agence de location. Ça, c'est la section A.
toutes les sections A vont ressembler à ce type d'objectif. La section B est un petit peu différente. D'ailleurs, là aussi, on cible des niveaux différents. On va être plus dans l'argumentaire, l'argumentation. Il va s'agir de convaincre une amie. Alors là aussi, je vous fais une petite parenthèse. La section A, on est plus sur un échange formel d'une personne que l'on ne connaît pas. La section B, convaincre un ou une amie de participer à une activité, on va être sur une situation beaucoup plus informelle de quelqu'un que l'on connaît. Et donc, on va devoir argumenter en tant que candidat, puisque le rôle de l'examinateur, ça va être de ne pas être d'accord avec vous. Donc, il va falloir trouver les meilleurs arguments pour le convaincre de, par exemple, partir en voyage avec vous ou de rejoindre une association, etc., etc. Prenons peut-être quelques exemples pour vous donner des illustrations de cela. Pour la section A, donc 5 minutes, vous avez ici un séjour dans un hôtel de glace à Chicoutimi. Vous avez lu cette publicité, vous êtes intéressé, vous téléphonez pour avoir plus d'informations. Là aussi, dans chaque situation, ça se passera par téléphone. Donc, n'oubliez pas cet aspect-là. Ça veut dire que vous devez imaginer que vous êtes au téléphone lorsque vous posez les questions. Posez une dizaine de questions. Vous avez ici une quantification. Ça veut dire que l'examinateur va évaluer votre production, il va bien entendu évaluer le fait que vous aurez posé un minimum de 10 questions. Et donc, votre examinateur jouera le rôle de votre interlocuteur. Alors, pour cette section A, quelques conseils. Il faut imaginer que vous êtes vraiment intéressé par la publicité. Là aussi, c'est toujours une question de posture dans un examen, dans un test. Il faut vraiment jouer le rôle. Parfois, c'est délicat parce qu'il y a des publicités qui nous parlent plus ou moins. Entre louer une voiture ou réserver un voyage, bon, on peut avoir des envies plus portées sur les voyages. En tout cas, vraiment jouer le jeu le plus possible, poser les 10 questions. N'hésitez pas à faire préciser les réponses de l'examinateur. Là aussi, sur les formes interrogatives, n'hésitez pas à bien réviser en amont sur la façon de poser les questions. Et là aussi, si vous visez un niveau, je dirais, B, voire C, bien entendu, même dans la vie quotidienne, moi, lorsque je pose des questions pour des renseignements, je peux poser des questions très simples. Mais là, on est dans le cadre d'un test, donc n'hésitez pas à prouver, à montrer toute la panoplie que vous avez à la fois en termes de structure grammaticale, mais aussi de vocabulaire. C'est très, très, très important. C'est ce qui vous différenciera par rapport, en tout cas, des niveaux A et B. Les niveaux fin B et C sont vraiment sur la palette de vocabulaire et les structures complexes. Donc, par exemple, des formes interrogatives vont être un plus. Préparez-vous à des imprévus. L'examinateur, normalement, vous posera au moins une question imprévue pour voir votre capacité à réagir de façon spontanée. Et puis, n'hésitez pas à adapter votre style à la situation formelle, comme je vous le disais au début. Vous ne connaissez pas la personne que vous appelez, vous êtes dans une situation vraiment très particulière de prise de renseignements auprès d'une personne inconnue. Voilà pour les conseils concernant la section A. La section B, alors voici un exemple de sujet. Vous voulez apprendre une langue étrangère, mais vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez une méthode simple et un professeur natif qui vous accompagne, etc. Vous prenez connaissance du sujet. Quelle est la consigne? Vous avez 10 minutes, vous avez lu cette publicité pour un site internet, vous en parlez à un ou une amie qui a besoin d'apprendre une langue étrangère. Présentez-lui le document et essayez de le ou la convaincre pour prendre des cours par internet. Donc l'examinateur va jouer le rôle de votre ami, vous allez devoir le ou la convaincre effectivement de prendre ces cours de langue. Alors, n'oubliez pas qu'on vous donne 2 indices dans la consigne. Premièrement, de présenter le document. Donc, il faudra bien reprendre le document, non pas de le lire, mais de le présenter sous une forme attrayante. Encore une fois, l'objectif, c'est d'emmener votre interlocuteur, qui est l'examinateur, de l'emmener dans votre aventure. Donc, utilisez toutes les stratégies, je dirais, langagières pour vraiment qu'il soit captivé par votre proposition. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir la partie argumentation, puisque une fois que vous aurez présenté cette publicité en lui disant que vous êtes convaincu, etc., lui vous dira qu'il n'est pas du tout convaincu
et que donc il faudra là trouver des arguments et les articuler le plus finement possible et le plus judicieusement possible. Encore une fois, le finement, le judicieusement, la fluidité verbale, c'est ce qui va faire la différence entre des niveaux B et des niveaux C. Quelques conseils pour cela. Alors, les conseils pratiques, encore une fois, mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Imaginez qu'il ne connaît pas le sujet. Vraiment, oubliez qu'il est l'examinateur et jouez comme dans la vie réelle. Gardez en tête que votre interlocuteur, votre ami, va être difficile à convaincre. Il va être réticent. Il va trouver tous les arguments, on va dire, du monde pour ne pas vous suivre. Donc, il faudra vraiment trouver des arguments justes et variés aussi. Évitez de répéter les mêmes arguments. Il faut varier les arguments. Appuyez-vous sur le document pour trouver des arguments vraiment qui soient en lien. Vous utilisez aussi cette capacité, on va dire, affective dans le langagier pour, encore une fois, emmener votre interlocuteur, utiliser votre amitié avec l'examinateur et adapter votre style à la situation informelle. N'hésitez pas, normalement, votre examinateur doit vous mettre à l'aise. Vous pouvez et vous devez même le tutoyer autant que possible dans l'épreuve puisque c'est votre ami. Donc, vous le tutoyez, même si ce n'est pas toujours évident à réaliser. Mais vous êtes dans cette posture-là, vous êtes candidat et donc c'est un jeu. Alors, n'hésitez pas. Oui, Harry. Il y a deux questions, si je peux vous poser deux questions de deux candidats. Donc, c'est toujours la question de... J'ai une question très banale. On peut tutoyer pendant l'expression orale si la situation l'exige, notamment dans la section B? Oui, tout à fait. Oui, dans la section... Oui. Dans la section A, effectivement, vous voyez, on est sur une situation formelle qui exige d'un échange formel que l'on vous voit la personne, son contact. En revanche, dans la deuxième partie, on vous dit bien qu'il s'agit d'un ou d'une amie et que l'examinateur va être dans cette posture-là. Donc, il faut tutoyer. Maintenant, effectivement, pour avoir fait passer de nombreuses épreuves à l'oral, il est vrai que certains candidats ne sont pas à l'aise dans le tutoiement avec l'examinateur parce qu'on est dans une situation malgré tout d'examen. Oubliez cette situation. Mettez-vous à l'aise. L'enjeu, c'est effectivement votre ami. Et donc, imaginez que l'examinateur est votre ami. C'est très important. Merci, Alexandra. Il y a une autre question, si je peux vous poser tout de suite. Oui. Oui, trois questions de J. Saliba concernant l'épreuve de l'expression orale. Est-ce que la prononciation ainsi que l'accent seront évalués? Deuxième, peut-on utiliser le langage familial? Troisième, langage familial, par exemple, j'arrive pas. Je n'arrive pas, j'arrive pas. Et troisième, est-ce qu'il faut utiliser le vouvoiement tutoiement? Okay. Alors, sur le vouvoiement et tutoiement, je crois qu'on l'a vraiment abordé. Donc, dans le cadre de la première partie du sujet, non, le vouvoiement s'impose. Dans la deuxième partie, le tutoiement s'impose. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un langage familier, par exemple, dans la deuxième partie? Alors, attention, effectivement, on peut avoir envie, dans une situation plus informelle, de dire « j'arrive pas », on peut. Mais on reste tout de même dans un examen. Donc, autant que possible, rester dans un ton qui est une langue, on va dire, correcte, où on a la bonne négation, où on a la bonne gestion du temps. Là aussi, c'est vrai que quand on parle au quotidien, il nous arrive de faire des erreurs. Là, on est vraiment dans une situation d'examen. Donc là aussi, dans une situation d'examen plus informelle, on peut dire d'un langage plus informel, on peut avoir un langage plus relâché. Mais attention, le relâché, ça peut être « Salut, comment vas-tu » En revanche, « Ah, j'arrive pas, ah, je sais pas ». Non, je ne sais pas. Enfin, vraiment rester par contre autant dans la formule de politesse. Vous pouvez être effectivement dans le « Salut, tu vas bien qu'est-ce que tu deviens regarde, j'ai trouvé une publicité, une annonce, ça devrait vraiment t'intéresser. » Mais par contre, oh, je sais pas, ou vous voyez, dans un style relâché, non. Vraiment, il faut malgré tout donner en fait la palette, la variété de vocabulaire et de phrases que vous pouvez utiliser de façon correcte.
Mais encore une fois, dans la façon de moduler, vous pouvez avoir un style plus souple avec un ou une amie. Merci Alexandra. Il y a une dernière question d'Avani. Les dialogues sont-ils spontanés ou nous avons le temps pour se préparer? Est-ce qu'ils ont le temps pour écrire 10 questions, par exemple, sur une page ou Non, comment ça se alors passe? c'est relativement spontané, bien entendu. On vous prend le temps, on vous donne le temps de prendre connaissance du sujet, mais très rapidement, vous devez produire. Alors, j'allais même vous dire, c'est aussi pas plus mal parce qu'on se rend compte, nous, après des études scientifiques, que finalement, quand on a une préparation pour l'épreuve d'expression orale, parfois la préparation, le tout écrit, empêche le candidat de produire très spontanément à l'oral. Donc, c'est là où peut-être en amont du test, vous pouvez aussi vous préparer dans section A, je suis dans un rapport formel, je suis dans le vouvoiement, je suis au téléphone. Quel est le schéma communicationnel adapté à toute communication téléphonique pour prendre des renseignements auprès d'une personne que je ne connais pas? Deuxième schéma, je suis avec un ou une amie dans un schéma très informel. Quel est le schéma de la communication que j'utilise avec ce type de personne? Voilà, donc pour revenir, tout dépend de la situation. Oui. Et la deuxième question de Jessa Liba, la prononciation et l'accent, est-ce que ce sont les deux choses qui seront aussi évaluées, seront prendre en compte? On prend en compte la prononciation et l'accent. Alors, effectivement, c'est une question aussi qui avait été posée précédemment. On peut peut-être évoquer maintenant les critères d'évaluation, qui est la diapositive suivante. Donc, effectivement, l'examinateur va jouer deux rôles. Il va à la fois être soit la personne qui fait partie d'une agence de voyage ou d'une agence de location de voitures et va donc répondre à vos questions, ou soit jouer le rôle de votre ami. Mais il va également donc effectivement vous évaluer à partir de critères. Quels sont les critères? Vous avez deux grands types de critères. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les critères communicatifs, c'est-à-dire votre capacité à communiquer. Est-ce que les questions que vous posez, par exemple, dans la section A sont appropriées? Est-ce que vous avez bien posé une dizaine de questions? Ça, c'est ce qu'on appelle les critères communicatifs. J'en arrive à votre question concernant la prononciation après. Est-ce que les arguments pour la section B sont bien développés? Est-ce qu'ils sont variés? Est-ce que ce ne sont pas, ce que je vous disais tout à l'heure, éviter de redonner les mêmes arguments, vraiment trouver à chaque fois de nouveaux arguments. Donc, est-ce qu'ils sont variés? Est-ce que les idées sont défendues de manière déterminée? Est-ce que ce n'est pas juste un positionnement, mais vraiment défendre son point de vue? Et est-ce que les conversations sont riches et animées? Et j'allais vous dire ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous emmenez votre interlocuteur? C'est ça qui est important. Si vous emmenez votre interlocuteur, que ce soit pour la section A ou la section B, je dirais que stratégiquement, vous avez gagné la partie communicative. Mais il n'y a pas uniquement la partie communicative, c'est la diapositive suivante que l'on va voir. Vous avez la partie, ce qu'on appelle les critères linguistiques. Donc, dans les critères linguistiques, vous allez avoir la syntaxe. C'est tout ce qui concerne en fait les structures grammaticales que vous allez utiliser. Est-ce que vous utilisez des phrases simples, des phrases complexes? Quand on est à un niveau B2, là aussi, montrez votre palette de phrases complexes, bien que malgré qu'il soit, vous voyez, c'est toutes ces structures qui vont faire que vous allez gagner des points. Et puis, c'est aussi le fait d'être dans la justesse. Quand on est au niveau B, on est encore dans des approximations, dans la complexité des phrases, où on est dans des approximations dans le choix du lexique, du vocabulaire, alors que quand on est à un niveau C, on est dans la nuance, on est dans la précision, avec une fluidité et avec vous emmenez encore une fois votre interlocuteur. Et puis, dernier critère dans le linguistique que vous évoquez, c'est-à-dire la prononciation. Donc là, à noter, si vous avez un accent en français, par exemple,
imaginons un accent du sud-ouest qui vient du sud-ouest de la France. Il n'y a pas de problème. Cet accent-là, bien entendu, c'est considéré comme une bonne prononciation. Maintenant, si vous avez un rythme, un débit qui est lent dans votre échange, qui n'est pas naturel, donc c'est un critère d'évaluation et bien entendu, ça, c'est évalué. Donc, pensons pour ce critère de prononciation au débit. Est-ce que le débit est lent ou rapide ou normal, un débit normal? Est-ce que le rythme est respecté dans la façon de poser les phrases? Je pense notamment à l'argumentation. Dans la façon d'argumenter, on peut avoir une langue très posée qui coupe bien les phrases et qui met en avant les arguments. Tous ces éléments vont être pris en compte. Donc, pour la partie linguistique, effectivement, le moins d'approximation possible, le plus de justesse possible, et surtout, si vous visez un niveau fin de B2 et surtout C, c'est vraiment la fluidité et la nuance verbale. Merci beaucoup, Alexandra. Il y a d'autres questions, plusieurs autres questions. Est-ce que toutes les épreuves se passent la même journée? Oui, vous allez passer toutes les épreuves du TEF Canada le même jour. Donc, les 4 épreuves, vous allez passer le même jour. Peut-être il y aura une pause entre l'épreuve sur ordinateur et l'épreuve de l'expression orale, mais il faut absolument que tous les candidats passent toutes les épreuves le même jour. Deuxième question concernant l'expression orale, Alexandra, est-ce que le document à présenter sera accessible aux candidats tout au long du dialogue de jeu de rôle dans la section B de l'expression orale? Oui, tout à fait. Bien entendu, à partir du moment où vous êtes en train de passer l'épreuve, vous avez sous les yeux, ainsi que l'examinateur, le document, le document. Donc, en l'occurrence, si vous êtes en train de passer la section A, vous aurez le document de la section A, hein, la publicité. Une fois la section A passée, l'examinateur reprend le sujet et vous propose la section B. Donc, lors de la section B, vous aurez bien entendu le document sous les yeux. Encore une fois, attention, il ne s'agit pas de redire mot pour mot et de lire le document, mais de le présenter de telle sorte que votre interlocuteur en section A, qui est censé être au téléphone, ne voit pas le document. Donc, trouvez toutes les stratégies nécessaires pour lui présenter le document. En revanche, lorsque vous verrez votre ami en section B, vous aurez là aussi une façon de présenter et vous pourrez aussi, je vous donne un petit truc, une petite astuce, vous pouvez dire « Ah, salut, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, j'ai vraiment pensé à toi, j'ai trouvé cette publicité. » Et vous pouvez montrer « Regarde. » Mais alors, il ne s'agit pas de dire « Regarde », mais il faut présenter le document et là, encore une fois, le présenter de la façon la plus astucieuse pour que la personne, l'examinateur, n'ait pas à lire, mais que vous lui transmettiez les informations essentielles et particulières du document qui vont être importants ensuite pour l'argumentation, la deuxième partie. Merci beaucoup, Alexandra. Une très bonne question de Aya Kamareddine. Si on prend quelques secondes pour se rappeler d'un mot en français, si on pense, réfléchir un petit peu, est-ce que ça comptera comme point négatif? Ou si, par exemple, si je dis quelque chose et je corrige la façon comment je prononce ce mot, ou je dis pardon, excusez-moi, et je change en disant un autre mot, est-ce que c'est comme un point négatif? On prend en compte cette erreur? Non, alors nullement, ne vous inquiétez pas. Lorsque l'on parle, y compris, j'irais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on présente, on peut avoir un appel à vocabulaire lexical qui ne se fait pas immédiatement parce que voilà, notre cerveau ne traite pas au moment. Ou alors, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr et vous voulez prendre ce temps de réflexion. Alors, vous pouvez trouver des stratégies, ce que vous évoquiez. Ah, non, en fait, c'est ça ce que je voulais dire. Les niveaux B, des niveaux C, là aussi, hein, la distinction, elle se fait sur l'autonomie langagière. C'est-à-dire que vous savez que vous avez à votre disposition le lexique, mais vous avez besoin de quelques secondes supplémentaires pour trouver le mot adapté. Donc non, ça n'est pas du tout, pénalisé. Bien au contraire, mieux vaut prendre une seconde de plus et donner le mot adapté. Excusez-moi, c'est pas tout à fait le mot que je voulais qui était approprié, c'est plutôt cela. Vous montrez ainsi vraiment
que vous êtes à l'aise en fait avec la langue et que vous savez aussi avoir cette autonomie, ce retour sur la langue et sa maîtrise en tout cas. Et une dernière question, Alexandra. Avant de commencer l'expression orale, on a 10 minutes pour se préparer. Aura-t-on un papier ou un brouillon pour mettre les idées en ordre? Alors oui, vous pouvez avoir bien entendu de quoi écrire. Maintenant, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme la compréhension orale. Attention à la gestion du temps. Il est vrai que parfois, il y a des candidats qui restent très cantonnés en fait au document même, voire à quelques éléments qu'ils ont pris en compte, qu'ils ont relevés, et qui du coup n'arrivent pas à s'en détacher. Donc l'important, c'est vraiment de prendre connaissance du document et d'arriver à vous en détacher et à le retransformer. Et ça, encore une fois, c'est vraiment au niveau B et surtout C, où dans la retransmission de l'information, on va noter en tout cas pour l'examinateur des degrés différents dans la gestion langagière. Très bien. On peut finir avec les critères d'évaluation. Je pense qu'on a déjà parlé de tous ces 5 points. Tout à fait. On peut peut-être passer à l'épreuve d'expression écrite, qui est extrêmement importante. Oui. Et comme on l'évoquait avec mon collègue Harry, c'est souvent aussi des questions qui nous sont posées sur cette épreuve-là. Là aussi, pour vous redire, alors, autant l'oral, on va dire, c'est quelque chose de volatile, au sens où, effectivement, vous parlez, les paroles s'envolent, on va dire, les mots restent, les écrits restent. Pour l'épreuve d'expression écrite, vraiment, il est important de bien se posturer dans une langue qui, là, reste écrite. Donc, plus que jamais, et encore plus que pour l'épreuve d'expression orale, il faut vraiment développer toute votre énergie pour avoir une langue la plus précise possible, la plus riche possible dans les structures de phrases. Toujours, encore une fois, si vous visez le niveau B2, qui est pour vous un niveau à enjeu fort. Alors, que recouvre l'épreuve d'expression écrite? Eh bien, elle recouvre là encore 2 sections, 2 parties. Elle dure 60 minutes, 1 heure donc, avec 2 activités. Là aussi, vous pouvez gérer votre temps. Vous avez 1 heure pour les 2 activités. Vous pouvez gérer votre temps entre la section A et la section B. Toutefois, vraiment là, j'attire votre attention. La section A, il s'agit de raconter un fait divers à partir d'un début d'article de presse. On verra un exemple ensuite. Là aussi, à partir d'un article de presse, donc il faut avoir un style, alors non pas tel un journaliste, mais un style un peu journalistique qui va happer encore une fois le lecteur, essayer d'attirer son attention et donc trouver les structures qui vont permettre d'attirer cette attention. C'est vraiment un sujet, ça, qui se prépare en amont et je vous recommande encore plus que pour les autres compétences, tout se prépare, mais je dirais que celle-ci en particulier, parce que nul d'entre nous, excepté si j'irais votre métier ou votre futur métier, que d'être journaliste, mais c'est un exercice délicat qui pourtant peut être rédigé de façon très simple à très complexe. La section B, il s'agit cette fois-ci d'argumenter et de défendre son point de vue en écrivant un message à un journal pour donner son avis sur une question de société. Êtes-vous d'accord avec l'éducation d'aujourd'hui? Êtes-vous d'accord avec le fait que les jeunes puissent regarder les écrans, que ce soit la télé ou le téléphone portable, etc. C'est ce type de sujet que vous allez avoir. Pardonnez-moi. On va voir quelques exemples qui vont vous illustrer cela. Merci, Harry. Donc, par exemple, pour la section A, voici un type d'article. Excusez-moi. Vous avez un burger qui sème la panique à l'aéroport. C'est un chapeau d'article de presse. Ça se passe à Sydney, en Australie. Bien décidé à monter dans l'avion avec sa petite tortue de compagnie, un passager l'a déguisé en hamburger afin de déjouer les contrôles de sécurité. Vous avez souvent un sujet, un fait divers, un peu extraordinaire qui vous est proposé. Et il faut donc terminer l'article avec 2 points précis, en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum. C'est une jauge 80 mots, vous pouvez être bien entendu à plus 10%, il n'y a aucun problème. Et en faisant plusieurs paragraphes. On met ceci en faisant plusieurs paragraphes pour vous montrer
qu'il faut absolument respecter la logique et montrer l'organisation textuelle de votre proposition, de votre texte. Alors, quelques conseils autour de cet exemple. Harry, pour la... Merci. Ah, pardon. Vous voulez voir un peu de... Voilà. Vous voulez Alors, voir un des peu d'eau, conseils. Alexandre? Merci, Harry. Alors, évitez le hors-sujet, relisez bien le chapeau qui vous est proposé et essayez de construire, de développer l'histoire autour de la trame qui vous est donnée. Hein, ne faites pas de hors-sujet parce que là, inévitablement, un hors-sujet ne peut pas être évalué. Ne recopiez pas la première partie du chapeau qui vous est proposé. L'idée, c'est de développer ce chapeau. Donc, adaptez votre histoire au titre. Prenez le temps de réfléchir à l'histoire et à sa fin. C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, vous avez pour ça un brouillon. Vous pouvez effectivement, là, je dirais, plus que pour l'oral, mettre les idées essentielles. Et lors de la rédaction, mettez vraiment en valeur les connecteurs logiques, articulez finement le texte et faites en sorte que le lecteur, qui sera l'évaluateur, soit happé par votre histoire. Donc, mettez-y toute la sensibilité nécessaire pour que ça soit un magnifique récit. Et surtout, adaptez le style à celui d'un article. C'est-à-dire que, petit exemple, quand on écrit des articles de presse, on est plutôt sur une forme de présent, passé, futur, bien sûr, mais on peut être parfois sur une forme qui peut être informelle. Par exemple, en l'occurrence, là, le hamburger, enfin, vous voyez, on peut mettre une forme, non pas qui est le jeu, mais vous parler d'un récit. Donc, vraiment, mettez la forme informelle, voire parfois je n'arrive plus à retrouver le mot, les participes passés vont être très importants ici. Alors, on va donc... Voilà. C'est aussi le participe passé, le passé composé, l'imparfait. Exactement, oui. Tous ces temps-là vont être importants. Ouais. Plus que parfait. Et aussi l'accord du participe passé. Oui, les accords vont être très importants. Donc là, vous devez être dans le développement de structures complexes, bien sûr, si vous voulez encore une fois atteindre les niveaux B. Et bien sûr, la gestion des temps qui est appropriée entre un récit qui est au passé, un récit qui est au futur aussi, parce qu'il va y avoir un dénouement, et sur éventuellement des événements présents. Donc, révisez bien l'alternance des temps du passé. Ça, c'est extrêmement important, c'est même fondamental. Voilà donc pour les conseils de l'épreuve d'expression écrite pour la partie A. La section B. Avant qu'on commence, Alexandra, juste une question très générale. Pour l'expression écrite, faut-il mettre tous les accents où le mot sera considéré comme une faute et par suite, ça va nous perdre des points? Est-ce que la question, c'est est-ce que les accents sont importants ou non? Oui, alors bien entendu, les accents sont importants puisque dans la réforme orthographique de la langue française, il est toujours convenu que les accents restent présents. Alors, vous pouvez avoir, je prends un exemple, pour le mot maîtrise, vous savez que dans la réforme orthographique, l'accent circonflexe, par exemple, sur le « i » de maîtrise n'est plus obligatoire au jour d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. En revanche, on va dire que les accents qui doivent être présents sur les mots, les accents aigus, les circonflexes obligatoires, vous devez les mettre puisqu'effectivement, il y aura un critère, on le verra tout à l'heure, qui fait qu'il y a un critère orthographique auquel vous devez répondre. La langue doit être la plus correcte possible. Et à l'écrit, vous savez que ça se voit encore plus qu'à l'oral. Donc, vous ne pouvez pas y échapper. Voilà pour la réponse. Je vous propose de voir la section B. Oui, on commence avec la section B, avec l'exemple. Oui, merci Harry. Alors, là, c'est l'affirmation dans un journal. Les jeunes et les seniors n'ont pas grand-chose à partager. Vous voyez, c'est un exemple. Vous écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez, 200 mots en minimum. Donc là aussi, vous pouvez mettre plus 10% de mots. Là aussi, ne vous inquiétez pas, lorsque vous rédigez, vous avez en fait un comptage de mots maintenant qui se fait de façon
automatique. Et vous devez développer au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. Donc là aussi, prenez bien en compte cet aspect de 3 arguments, parce que si vous en donnez moins, eh bien entendu, lors de l'évaluation, 2 arguments, ça ne vaut pas la même chose que 3 arguments. Mais cela dit, n'en mettez pas 6 non plus, puisque de toute façon, vous ne serez pas évalué sur 6 arguments, c'est bien 3 arguments que l'on vous demande. Si vous avez déjà les 3 arguments, passez peut-être plus de temps à peaufiner en fait les structures de phrases que vous allez utiliser pour montrer la richesse de votre vocabulaire et de votre maîtrise des phrases complexes, plutôt que de chercher à donner d'autres arguments. Donc vraiment, cantonnez-vous à 3 arguments et de très bons arguments qui se différencient. Voyons voir peut-être, Harry, qu'est-ce que tu en penses? On peut passer au conseil. On a beaucoup de questions, mais je pense que oui. On peut répondre aux questions après ce diapo, après les conseils. Oui, on peut faire ça, très bien. Alors, quelques conseils. Prenez bien le temps de comprendre l'affirmation. Là aussi, encore une fois, comme tout à l'heure, évitez le hors-sujet. Préparez bien les 3 arguments pertinents et justifiez bien. Proposer des idées intéressantes, ça aussi c'est important. Parfois on lit des arguments dans des textes qui sont, comment dire, des arguments qui sont des semi-arguments. Donc vraiment choisissez des arguments très pertinents. Quand vous dites, ça aussi c'est une question que tous les candidats nous posent tout le temps. Quand vous dites hors sujet, est-ce que est-ce que ce sont les phrases qu'on peut mémoriser par cœur on écrit des phrases déjà mémorisées, ou on écrit quelque chose complètement différent, des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet ou... Alors effectivement, oui, pardon Harry, les 2 cas se présentent effectivement. On a la personne qui en fait n'a pas compris le sujet et donc va rédiger. Alors on le voit assez vite parce que quand le sujet n'est pas compris, on a un texte de 3 phrases minimum qui est proposé et qui effectivement n'est pas du tout en lien avec le sujet proposé. Et puis, il y a effectivement l'autre cas où on peut avoir quelqu'un qui a très bien, un candidat, vous comprenez très bien le sujet, on comprend bien le sujet, mais du coup, alors, il y a plusieurs possibilités, hein, soit parce qu'il y a des sujets pour lesquels on est plus... qu'on connaît bien soi-même et on va avoir vraiment plein d'arguments à donner. Puis il y a des sujets où on est beaucoup plus à court. Donc, en tout cas, sachez qu'il n'y a que 3 arguments à trouver. Donc, il faut trouver les arguments les plus pertinents. Et là, effectivement, on peut être dans des hors-sujets parce que ce n'est pas rédigé clairement. Et du coup, il y a des arguments qui collent à moitié avec le sujet. Et donc, voilà, ce n'est pas très compréhensible au final. Donc, ça peut donner lieu, effectivement, là, dans ce cas, à un semi, on va dire, hors sujet. Mais vous savez, quand vous avez une production qui est pas très claire, en fait, souvent, d'ailleurs, c'est lié au niveau langagier, hein, ou dans l'expression, l'expression fait qu'on n'a pas, ou alors au niveau communicatif, on n'a pas trouvé les bons arguments. Et bon, l'un et l'autre, en fait, c'est un équilibre entre le langagier et le communicatif. Merci Alexandra. Quelques questions techniques. Donc, il y a un timer sur l'application où vous allez faire l'expression écrite. Donc, il y a un timer en haut de la page qui indique il reste combien de minutes. Et il y a aussi un clavier virtuel. Vous pouvez aussi choisir des accents, des caractères spéciaux. Si vous n'êtes pas familier, je ne sais pas si c'est Nancy, si vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que ce sont les claviers anglais ou français QWERTY chez vous, ou est-ce qu'il y a les deux, ou est-ce que je vous laisse répondre à cette question. En fait, Harry, tous nos laptops sont QWERTY et non pas AZERTY. Donc, et comme vous avez déjà dit, il y a le clavier virtuel, donc ils peuvent avoir les accents de ce clavier-là. Ok, merci Nancy. Donc, en bas de la page, vous avez un clavier virtuel.
que vous pouvez choisir des accents, accent E, accent aigu, accent grave. Tous les accents sont disponibles, les caractères spéciaux. Ça va vous prendre un peu plus de temps peut-être, mais les accents, comme Alexandra a dit, c'est important quand vous écrivez les deux sections. L'expression écrite, c'est très important pour utiliser les accents pour chaque mot. Et si on peut... Il y a une autre question à vous, Alexandra, concernant expression écrite, section B. L'introduction de la lettre serait-elle bien considérée parmi les 200 mots ou juste le corps du sujet et les arguments? Donc, si j'ai bien compris, dès qu'on commence avec le mot bonjour, par exemple, jusqu'à la fin cordialement, tous les mots sont automatiquement comptés par un compteur qui, dès que vous commencez le texte, chaque mot est automatiquement, vous avez combien de mots vous avez déjà écrit et après vous pouvez supprimer les mots si c'est très long ou vous pouvez commencer à écrire plus de phrases. Les articles définis et indéfinis sont aussi des mots. Donc, si c'est la voiture, ça compte 2 mots. Par contre, le mot c'est-à-dire, c'est un seul mot. Je vous laisse compléter, Alexandra. Oui, tout à fait. Harry vous a déjà tout dit. Effectivement, dans le comptage des mots, dans le c'est-à-dire, ça va compter effectivement plusieurs mots. Maintenant, sur ce comptage des mots, encore une fois, on vous met 200 mots minimum, tout simplement pour être obligé de donner un critère et d'avoir au moins, on va dire, 200 mots minimum. Cela dit, vous pouvez bien entendu rajouter, alors je donne la jauge de 10%, mais vous pouvez rajouter 2-3 phrases en plus si en tout cas elles apportent quelque chose dans votre composition. Maintenant, si elles n'apportent rien de plus, préférez passer du temps à peaufiner la structure de vos phrases, à vous relire sur l'orthographe, plutôt que de faire quelque chose de plus long que 200 mots. Encore une fois, soyez succinct, répondez vraiment à ce qui vous est demandé. Et voilà. Et je dirais que là, en amont, il y a une vraie préparation, je dirais beaucoup plus que pour l'oral, puisque autant pour l'article de presse à continuer, à développer, on est dans un style quand même particulier. Autant là, adapter son style à celui d'une lettre à un journal, je dirais que c'est peut-être plus proche d'un quotidien que l'on peut avoir quand on écrit une lettre pour réclamer quelque chose. Mais là aussi, encore une fois, il faut s'y entraîner parce que je dirais que plus on a la dextérité à le faire vite et plus vite on peut aussi développer du temps pour, encore une fois, proposer une palette de structures qui, encore une fois, montre votre niveau au-delà du B1. Et c'est vraiment, je crois, l'enjeu pour vous, si vous ciblez ce B2+, voire C, de passer du temps sur peaufiner les critères linguistiques et communicatifs. Alors, ça en arrive, merci beaucoup Harry, ce qu'Harry vous montre là aux critères d'évaluation. Qu'est-ce qui, encore une fois, va être important? Est-ce que la consigne, elle est bien respectée? On est dans le cadre d'un test, d'un examen. Est-ce que l'argumentation est bien développée? Là, on pense à la section B de l'épreuve d'expression écrite. Est-ce que les informations sont précises et détaillées? Est-ce que le texte est clair et cohérent? Tout ça est très, très important. Donc, produisez du mieux possible, quelque chose de court dans ce qui vous est demandé et surtout passer du temps à bien relire, à peaufiner, à affiner pour que ce soit très lisible et ça soit agréable à lire, que ça soit fluide et que ça se démarque sûrement d'autres copies. Merci Alexandra. Une autre question. Est-ce qu'on peut écrire le texte tout en majuscule? Oui, vous pouvez écrire tout en majuscule. Maintenant, faites façon au plus simple pour vous, majuscule. Alors, ce qui est important dans l'histoire, c'est que, bien entendu, ce qu'on va regarder, ce qui fait partie de l'orthographe, c'est qu'après un point, on a une majuscule. Après un point-virgule, on a une minuscule. C'est de respecter ce code orthographique.
Alors, voilà, ça, c'est l'essentiel, je dirais, des choses. Donc, si vous avez encore des doutes sur ces aspects-là, n'hésitez pas, en tout cas, à faire des révisions. Mais a priori, oui. Par contre, si vous mettez, après, vous voyez, une majuscule, minuscule, sans faire exprès, bon, faut faire attention. Ça, c'est chacun qui voit. Simplement, voilà, il faut respecter le code orthographique. Encore une fois, on est dans le cadre d'un examen et c'est ce qui est attendu. Voilà, la précision et le moins d'approximation possible. Merci, merci Alexandra. Pour la section B, est-ce qu'on peut être pour ou contre le sujet? Alors, la section B, bien entendu, vous pouvez être pour ou contre. Ça, c'est vous qui défendez votre point de vue, hein. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'être d'accord avec, on va dire, d'un côté, vous êtes d'accord, et de l'autre côté, pour d'autres raisons, vous n'êtes pas d'accord. Ça, vous êtes libre. L'important, c'est encore une fois qu'il y ait 3 arguments que l'on détecte, que ces 3 arguments sont bien clairs, bien présentés et bien articulés d'un point de vue logique. C'est un critère fondamental, hein, dans les 2 épreuves et qui est bien entendu évalué. Alors, ça nous amène à parler des critères d'évaluation. Vous avez à la fois des critères linguistiques, hein, comme on l'évoquait pour l'épreuve d'expression orale. Est-ce que le vocabulaire, le lexique est précis et adéquat? Est-ce qu'il n'est pas trop approximatif? Est-ce que les temps et les modes sont correctement utilisés? Là aussi, c'est tout ce qui est structure syntaxique. Est-ce que l'orthographe est maîtrisée? Alors, entendons-nous là l'orthographe à la fois l'orthographe lexicale, hein, accordée avec le pluriel, ou ce qu'on évoquait, le code orthographique pour tout ce qui est ponctuation, qui est très important. Est-ce que les structures de phrases sont variées et complexes? Là aussi, montrez toute la palette que vous connaissez et vraiment ayez une articulation la plus fluide possible et des articulateurs logiques qui se démarquent. Encore une fois, on peut rester très simple, premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'une part, d'autre part, d'un côté, d'un autre côté. Mais voilà, plus vous articulez finement et plus vous visez aussi des niveaux fin de B2, C. Donc, encore une fois, c'est toujours de se repositionner. Vous êtes certes dans le cadre d'un test candidat, mais l'idée, c'est de vous dire comment est-ce que je vais capter l'attention de mon lecteur qui va m'évaluer, comment j'essaye de le convaincre, de l'emmener d'une idée à l'autre en montrant toute sa capacité à rédiger dans une langue variée et puis avec un lexique approprié et développé. Et encore une fois, le plus précis possible, le plus nuancé. Voilà un petit peu pour l'épreuve d'expression écrite, les points d'attention, les critères d'évaluation et les conseils, astuces, les trucs que l'on peut vous donner. Merci, merci beaucoup Alexandra. Merci, c'était très très clair. On a encore quelques questions concernant l'expression écrite. Donc pour la Raymond nous demande si on va partager ce document plus tard. Vous pouvez regarder cette présentation, ce webinaire qui sera sur la page Facebook de l'ESA. Est-ce qu'il y a un format exigé pour présenter notre lettre durant l'examen? Alors là, j'imagine que c'est la lettre section B de l'épreuve d'expression écrite. Oui. Alors, est-ce qu'il faut écrire l'introduction et la conclusion? Bien entendu, il faut imaginer, vous êtes comme dans la réalité, donc vous envoyez une lettre, donc effectivement, si c'est une lettre, vous voyez, c'est formel, hein, Madame, Monsieur ou Mesdames, Messieurs, et puis après, vous devez enclencher, alors il y a plusieurs solutions, hein, je vous donne des exemples d'amorce, mais là aussi, n'hésitez pas à vous entraîner en amont, hein. Je suis une fidèle lectrice de votre journal. Je viens de lire l'affirmation suivante que vous mettez en première page de votre hebdomadaire
et voilà, et vous commencez à amorcer, vous voyez. Et bien entendu, en conclusion, vous devez faire une conclusion comme vous présentez les 3 arguments. Et vous savez bien qu'en plus, dans la présentation, en tout cas, j'allais dire presque à la française, vous allez avoir la conclusion en disant, voilà, au-delà de ces 3 arguments, je reste convaincue qu'il y a des ouvertures. Enfin, il y a 1001 façons de présenter une conclusion. Mais là, c'est là où il faut aussi vous préparer en amont sur les structures types qui existent, soit très formelles. Hein. Encore une fois, je vous dis, on peut être sur du voilà, je suis une fidèle lectrice, ou alors j'ai été captivée par votre affirmation. Vous voyez, il y a plusieurs façons de présenter. Après, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais après, il y a d'autres candidats qui vont être beaucoup plus dans la fluidité parce que c'est leur style, parce qu'aussi ça correspond au niveau, parce qu'on a l'habitude ou pas d'écrire, on aime écrire ou pas. Ça aussi, c'est des éléments importants. Donc, travaillez-le bien en amont. Donc, oui, bien entendu, introduction, conclusion et présentation sous la forme, bien sûr, d'une lettre formelle où on va avoir à la fois une formule d'introduction, hein, mesdames, messieurs, mais on aura une formule de conclusion. On aura une conclusion et une formule aussi, sincère salutation, ou, etc., ou veuillez agréer. À vous de voir. 1001 formules sont possibles. C'est pas tant, je dirais, là, vous avez une variété possible. L'important, c'est encore une fois de rédiger le plus finement possible et sans trop d'approximation. Merci Alexandra. Pour une autre question concernant l'expression écrite, pour la section A, certains sujets se terminent par des points de suspension. Comment faut-il procéder dans ce cas, sachant qu'il est recommandé de ne pas réécrire la consigne? Donc, c'est la question concernant est-ce qu'il faut recopier les 2-3 phrases qui sont déjà là ou pas? Alors, je pense que là, vous pensez notamment à la section A de l'épreuve d'expression écrite, le chapeau, où effectivement, parfois, il peut arriver qu'on ait 3 points de suspension. C'est un fait divers. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de reprendre mot pour mot le chapeau. Comme dans un article de presse, le chapeau n'est pas repris comme tel, mais des éléments du chapeau, bien entendu, peuvent être repris et présentés différemment dans le développement qui est fait ensuite. Donc, surtout ne réécrivez pas le chapeau, parce qu'en plus, vous savez que vous avez 80 mots à écrire minimum. Donc, ça veut dire que si vous recopiez le chapeau, vous avez déjà, vous voyez, vous mangez une partie des mots qui vous est octroyé pour la rédaction. Donc, non, reprenez plutôt des éléments du chapeau qui vous permettent de développer la structure de l'histoire. Mais vraiment, cette section-là, moi, je vous encourage vivement à la travailler en amont. Je vais vous donner une petite anecdote. Lorsqu'on est responsable pédagogique au sein du Français des Affaires de la CCI Paris-Île-de-France, nous-mêmes, en tant que responsable pédagogique, on est amené à passer le test pour justement tester les épreuves. Mais là aussi, je veux dire, même même quand c'est sa langue maternelle ou quand on est bilingue, on n'a pas l'habitude forcément de rédiger ce type de texte, type journalistique. Donc, ça demande un entraînement avant l'épreuve. Ça, c'est vraiment important comme posture, c'est de se dire, avant l'épreuve, je dois me préparer au type de format qui est attendu, et c'est toujours ça de moins à gérer cognitivement par la mémoire le jour même de l'épreuve, où pour le coup, vous n'avez plus le format à gérer, mais vous avez juste à gérer les structures, les plus belles structures que vous pouvez utiliser pour viser un niveau B et surtout voire C, et le vocabulaire le plus précis et en tout cas un texte très fluide et très agréable à lire ensuite. Donc vraiment, veillez en amont à travailler toute la structure pour que le jour J, le jour du test, vous n'ayez plus qu'à vraiment à penser qu'au sujet en lui-même, et vous avez déjà une idée de la façon de rédiger. Merci Alexandra. Donc, comme vous le propose Harry, pour vous dire qu'au-delà de ces conseils, astuces, ces petits trucs que nous vous donnons, bien entendu, il y a des outils de préparation qui existent. On a un partenariat avec Prep My Future, une plateforme de e-learning qui permet en fait de vous entraîner
au test d'évaluation de français, au TEF. Nous avons, nous, sur notre site, le Français des affaires, également des tutoriels d'entraînement. Visionnez-les, regardez-les, ils vous donneront un certain nombre d'informations globales sur la passation du test par compétences, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Plus largement, si vous souhaitez cette fois-ci non pas être sur la structure globale via les tutoriels d'entraînement, mais davantage vous entraîner sur quelques activités, nous vous recommandons avec mon collègue Harry de regarder l'application Français 3.0 qui est téléchargeable sur ordinateur, tablette et téléphone. Vous pouvez ainsi, je dirais, lors d'un trajet, si vous n'avez pas à conduire, bien entendu, vous entraîner, regarder à quoi cela ressemble. Plus largement, si vous voulez avoir un échange d'expérience autour du TEF, test d'évaluation de français, de certaines questions que vous avez autour du TEF avant le test ou après le test, on a un groupe Facebook officiel qui permet de se préparer au TEF. Simplement, nous avons créé ce groupe Facebook il y a maintenant 1 an et demi, je crois, Harry, 2 ans. Parce que si vous avez une requête sur Internet, vous tapez « se préparer au TEF », vous pouvez avoir beaucoup de propositions. Simplement, nous avons préféré proposer un groupe Facebook officiel. Vous envoyez vos questions et nous y répondons. Quelqu'un en interne donc reçoit les questions et donc y répond pour la communauté. Et puis, dernier point, vous avez des exemples d'épreuves qui sont en ligne sur le site du Français des affaires et qui vous permettront de visualiser une épreuve dans son ensemble. Et là aussi, on vous donne quelques astuces et commentaires par rapport à ces épreuves. Je crois que nous avons tout balayé, Harry. En tout cas, toutes les ressources qui sont à votre disposition en qualité de candidat. Oui, je pense qu'on a tout, on a parlé de toutes les choses possibles. Juste deux questions encore, je pense. Donc, si je pense que j'ai mal compris concernant les majuscules pour écrire tout le texte en majuscules. Je pense que la question c'était plutôt est-ce que si on ne met pas d'accent sur un mot en majuscule, est-ce que c'est pas grave ou non? Alors, pardon Harry. Oui, en fait, effectivement, si vous écrivez en majuscule, alors, on va dire en édition, il est accepté effectivement que parfois ça ne soit pas accentué en majuscule. On est dans le cadre d'un test, d'un examen, et donc, comme c'est le cas d'une personne qui écrirait en majuscule et en minuscule, si vous n'écrivez qu'en majuscule, vous sera demandé, bien entendu, d'accentuer. Par ailleurs, quand même, pour revenir un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, préférez tout de même écrire majuscule, minuscule, tout simplement là aussi parce que, je vous dis, il y a un code orthographique, mettez toutes les chances de votre côté et il est vrai que c'est plus facile pour un évaluateur de lire une écriture majuscule, minuscule qu'uniquement majuscule. Comme dans un texte de journal, hein, c'est pareil. Oui. Merci, Alexandra. Shadi dit, est-ce que le résultat est le même jour? Le résultat, on vous envoie par email l'attestation au format PDF dans un délai de 4 à 6 semaines. Ce n'est pas le même jour, vous ne recevez pas votre résultat le même jour. Une autre question de J. Saliba. Mon TEF aura lieu le 7 juin. Ça va la peine de pratiquer sur Prep My Future? J'ai déjà fait tout le reste. Si c'est le 7 juin, Prep My Future, vous avez accès à cette plateforme avec plusieurs exemples de des 4 épreuves. Et c'est vous achetez pour 1 an, donc vous avez tous les exemples pour une période d'1 an. Donc, je ne sais pas si vous avez votre test le 7 juin et si vous avez déjà fait tout le reste. Je ne sais pas si je ne sais pas. Vous pouvez... j'ai déjà pratiqué
TEF 250 activités. Je pense que c'est le livre. D'accord, oui, Chéquier Je pense que International. oui, c'est ça, oui. Couverture Donc, jaune. bon courage pour votre test le 7 juin. Et je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, Nancy a envoyé le lien pour répondre, pour prendre quelques minutes pour remplir notre forme d'évaluation sur ce lien. Exactement. Je vais l'envoyer encore une fois. Merci, Voilà. Nancy. Merci, Nancy. Donc, Alexandra et Hari, je vous remercie évidemment. Je remercie tous nos candidats pour leur participation dans ce webinaire. Et voilà, j'espère que ce webinaire a répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous rappelle de consulter notre site web aussi pour vous inscrire. Voilà, bien sûr, nous serons, Rima et moi, toujours à votre disposition et à votre écoute. Merci encore, Hari et Alexandra. Et je vous Merci à souhaite vous, une Nancy. très belle soirée. Merci, merci Nancy. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site web et aussi le site web de l'ESA. J'ai jeté un coup d'œil il y a quelques mois. Il y a toutes les informations possibles, même sur le site web de l'ESA, sur la page TEF. Et aussi sur notre site web, il y a toutes les informations. Et bon courage, bonne préparation pour le TEF. Et à bientôt. À bientôt, Oui, à plus tard. bon courage, bonne préparation et mettez vraiment toutes les chances de votre côté. C'est faisable. Simplement, montrez encore une fois le meilleur au niveau rédactionnel ou dans la compréhension ou dans l'échange que vous aurez avec l'examinateur. Et vraiment, très, très bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Courage. Merci. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.